Alors, on va commencer. Bonjour à tous. Donc, je me représente. Moi, je m'appelle Quentin Salou. Je suis serious game designer, formateur et animateur d'ateliers ludiques en Bretagne. C'est une petite micro-entreprise, rien à voir avec les personnes que j'ai en face de moi. Alors, si vous êtes ici, je pense que c'est parce que vous êtes convaincu par l'efficacité, ou peut-être que vous avez besoin d'être convaincu pour investir dans le serious game ou dans la gamification, en tout cas de vos ateliers de formation ou de digital learning. Alors, je vais vous présenter les personnes qui sont en face de moi. Je vais commencer par Frédéric Kunzmann. Donc, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance en 2021, quand j'ai fait ma formation de formateur, de faire un petit stage rapide à My Serious Game. Et du coup, j'ai pu voir l'envers du décor. Donc, l'investissement, on va peut-être en parler, mais voilà, j'ai pu voir un petit peu ce qu'il y a derrière la création d'un serious game. Juste à côté, il y a Laurent Ono, président fondateur donc, de Ludicius, qui a été créé en 2002 et qui accompagne les entreprises françaises et européennes dans la création de serious games et dans la gamification de plateforme. C'est ça ? Yeah, well. Et à côté, il est aussi doctorant en sciences de l'éducation et il repense au digital learning en y mettant du fun. Et enfin, William Pérez, qui s'est rajouté au dernier moment, donc j'ai rien. William Pérez de Serious Factory, donc il va se présenter de toute manière. Je vais le laisser se présenter aussi rapidement. Eh bien, merci. Donc, bienvenue pour cette dernière session de la journée. Je suis donc William Pérez, je suis CEO fondateur de Serious Factory, qui est une société qui est spécialisée dans la conception d'un logiciel que vous connaissez peut-être, qui s'appelle VTS Editor et qui permet de concevoir des mises en situation réalistes, des serious games, des simulateurs, en toute autonomie, sans besoin de compétences techniques ou graphiques. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, on pourra vous en parler tout à l'heure. Je ne sais pas si on a un autre micro. Vous avez un micro avec vous ou pas ? Pas du tout. Hop, là je crois que j'ai un micro en plus. Ce sera plus facile que de se passer à chaque fois. Est-ce que dans la salle, tout le monde est à peu près au clair de la différence entre ce que c'est un serious game et la gamification ? Parce que vous en entendez parler, mais est-ce que tout le monde est à peu près au clair là-dessus ? Ouais, à peu près. Est-ce que quelqu'un veut rapidement une petite définition de ce que c'est qu'un serious game et la gamification ? Alors, la gamification telle que nous la voyons chez My Serious Game, c'est récupérer en fait toutes les mécaniques, tous les leviers motivationnels qui vont permettre de renforcer l'apprentissage qui est derrière le contenu qui est créé, l'intérêt de l'apprenant, etc. Donc on va utiliser des mécaniques du jeu. Donc c'est pas forcément quelque chose de ludique et de drôle, etc. Mais des mécaniques comme j'en parlais tout à l'heure, c'est les petites notifications que vous avez sur votre smartphone. Vous avez ces petits ronds rouges qui ont, métaphoriquement, en fait, ce sont des boutons d'acné, des boutons sur le corps. C'est pour ça que c'est rond et c'est pour ça que c'est rouge. Et on n'a qu'une seule envie, c'est de s'en débarrasser. Et c'est pour ça que vous avez envie d'enlever ces notifications quand vous les avez. Ça n'aurait pas le même impact si c'était des carrés verts. Donc c'est pour ça que c'est rond et c'est pour ça que c'est rouge. C'est pour vous manipuler. Et bon, on va récupérer, alors ça s'appelle des dark patterns, ça c'est pas quelque chose de noble, mais il y a des mécaniques motivationnelles de stress, de mise en défi. On va vous poser une question, presque impossible de trouver la réponse. Vous êtes bloqué face à une situation et vous avez envie d'avoir la réponse et de la trouver, de résoudre l'énigme, etc. Et vous allez vous lancer dans l'aventure. On va capter votre attention. Quand il y a 3 quiz, le troisième, pouf, il y a un chronomètre. 10 secondes pour y répondre. On se remet dedans, etc. Donc c'est de trouver, voilà, il y a énormément de choses dans la gamification qui viennent nourrir un serious game qui, pour nous, globalement, c'est une mise en situation. C'est de l'assessment, c'est une simulation s'entraîner en étant dans une situation la plus proche du réel. C'est pas un savoir descendant, c'est un savoir avec lequel que je mets en pratique à travers une simulation. De manière simple, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais, alors du coup, à quoi ça sert la gamification, le serious game ? À quoi ça sert ? Alors, la gamification, en plus d'avoir des mécaniques de jeu, ça va favoriser l'engagement apprenant
ça va lui donner envie de faire cette expérience et de prendre plaisir à se former. Je crois que vous avez tous suivi des formations qui vous ont saoulé et ça n'a pas marché et vous vous en souvenez peut-être même pas d'avoir suivi ces formations. Celles où vous avez pris plaisir à vous former, vous vous en souvenez. Celles où vous avez pratiqué et pas simplement été passif devant un contenu descendant. Donc celles où vous avez vécu des expériences, vous savez faire. Et c'est tout l'enjeu, c'est de passer du savoir au savoir-faire. Parce que finalement, quelqu'un qui sait, on s'en fout un peu, c'est surtout quelqu'un qui sait faire qui nous intéresse. Et donc, c'est cette compétence qui doit être acquise par la pratique. Et pour mettre en pratique, il faut donner l'envie et se challenger aussi. Donc, tout ce qui est badge, challenge, entre équipe, des tableaux de bord, de scoring, etc. Tout ça, ça va donner envie de se dépasser parce qu'on a envie de faire mieux et on a envie de faire mieux que l'autre et on prend plaisir à le faire parce que c'est en plus sympa à faire. Voilà. Je vais compléter ce que dit William. Il y a une deuxième chose au-delà de l'engagement qui est majeure, hein. Évidemment c'est le premier pilier de toutes ces mécaniques-là, c'est qu'on a quand même aussi un gain en efficacité. On est sur des technologies, on est sur des formats, on est sur des médias qui sont interactifs. On va pouvoir aller vers de la mise en situation. Et donc en fait, ce qu'on entend souvent, rien ne remplace le terrain, on va pouvoir reproduire une partie au moins en simulant ces activités pratiques grâce aux jeux sérieux et à la gamification. Donc pour rester vraiment sur notre thématique, comment justifier l'investissement, on va avoir un gain en engagement et on va avoir un gain en efficacité également. Du coup, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur est-ce que ça marche vraiment? On gagne vraiment en efficacité, etc. Mais est-ce que ça apporte encore autre chose que l'efficacité? Voilà, efficacité, on entend, il y a plein de choses qui sont efficaces. Non, mais ça rapporte beaucoup. Bon, bid, ok, donc c'est une tentative de gamifier un petit peu le moment. Donc pas du tout. Heureusement, il y a des experts dans mon entreprise pour le faire. Est-ce que ça marche? On a un énorme regret chez My Serious Game. Il y en a qui rigolent après, c'est gentil. Il y a un énorme regret chez My Serious Game, c'est que les mesures de l'impact ne sont quasiment pas faites. Il faut savoir que dans l'EdTech, on est beaucoup de toutes petites entreprises, même si on fait quelques millions avec William et tout ça. On est des petits acteurs, on n'est pas un groupe comme Total en train d'investir des programmes de R&D, etc. On est beaucoup de petits acteurs. Et du côté du client, si vous êtes en responsable formation, DLM, dans un groupe, etc., on va vous demander toujours de faire plus rapide, de faire plus économique, peut-être de faire vous-même, etc. Et derrière, même s'il y a des données qu'on peut avoir, un tracking qui est de plus en plus fin par les plateformes LMS, avec le XAPI, avec LTI, il y a plein de nouvelles solutions pour avoir un tracking très fin. Il n'y a pas de temps qui est consacré aux responsables formation pour analyser ces résultats, se dire, tiens, 70% du public se trompe toujours dans cette étape-là sur tous ceux qui ont regardé le module pendant un an. Ah ben tiens, peut-être qu'il faut le repenser, peut-être qu'il faut l'approfondir avec un complément. Pardon. Ah ouais, génial, merci. On a parlé toute la journée. Et donc peut-être, et ça c'est vraiment ce qu'on regrette. Alors nous on essaye autant qu'on peut. Parfois même sur des modules, on va rajouter des traceurs avec l'autorisation du client de manière à pouvoir mesurer et pouvoir faire des recommandations sous forme de data visualisation et analyser les résultats. On essaye, parfois c'est facile sur les ventes, plus 30% sur les ventes, parce que c'était un produit, savoir commercialiser un nouveau produit ou un nouveau service dans le groupe. Ça, on peut le mesurer avec l'évolution des ventes avant la formation, ce qu'on lui a fait, ce qu'on n'a pas fait. Il y a des choses qui sont très faciles. Maintenant, une évolution comportementale de ma capacité managériale avec un parcours, oui, mais il y a peut-être des actions présentielles et ça, on les a pas. Enfin, bien comprendre tout ça, ça nécessite vraiment. Alors, on l'a fait avec le CNRS pendant 5 ans. Ah oui, je vais partager un peu le temps. 5 ans pour mesurer vraiment. On le fait avec des universités comme Nanterre ou Strasbourg, où on va faire des groupes tests. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent impacter. Voilà. Donc on essaie de. C'est vraiment un combat qu'on mène depuis quelques années pour mesurer l'impact, pour pouvoir se dire tiens, ça marche plus mieux que ça pour tel public dans tel contexte, etc. Et petit à petit sortir des choses qui. Enfin voilà, on le mesure nous autant que nous pouvons, mais pas assez avec nos clients. Alors, j'ai 2 autres points à voir sur ce sujet-là. Est-ce que ça marche déjà? Des études ont été faites sur le sujet, évidemment.
Quand on a un apprentissage actif comme ça, donc de mettre les gens en contexte, dans leur contexte de tous les jours, l'avantage du digital, c'est qu'on peut reproduire exactement l'environnement du quotidien. Eh bien, il y a une augmentation de 40 à 60% du taux de mémorisation. Si on faisait l'exercice des modules e-learning traditionnels, à la main levée, qui en a déjà suivi des modules e-learning? Alors, dans ceux qui ont levé la main, qui se souvient de ces modules? Voilà, il y en a un peu moins quand même. Le problème, c'est ça, c'est que quand on reste passif au sens, c'est pas nous qui prenons les décisions de mise en situation pratique, eh bien, on maîtrise la connaissance qu'on valide avec des quiz. Donc, on a compris l'information, mais ça ne veut pas dire qu'on sait faire. On peut suivre une formation commerciale avec toutes les méthodes de vente, les quiz pour vérifier. On a tout bon au quiz, ça ne veut pas dire qu'on est bon commercial à la sortie. C'est qu'en faisant. C'est le modèle 70-20-10 que vous avez probablement vu passer. Eh bien, le module e-learning, ça va être 10%. Les 20%, c'est l'échange entre vous, entre échange de bonnes pratiques. Mais les 70%, si on ne met pas en pratique, on ne les traite pas. Donc le serious game et les mises en situation, les simulations permettent de traiter ces 70. Très rapidement, j'aime beaucoup ce que disent mes deux confrères. Je complète juste un tout petit peu en expliquant, voilà, on a cette possibilité d'avoir le droit à l'erreur. Je vais très souvent revenir sur ce côté de mise en pratique, mais le fait de se planter pendant la formation, c'est pas possible avec un e-learning. On a un mauvais score, mais en fait, on ne fait pas vraiment d'erreur, on a juste un mauvais score. Avec des mécaniques ludiques, dynamiques, interactives comme le Serious Game, on va avoir la possibilité de tester, d'expérimenter, et plutôt que d'avoir voilà, une sanction d'une note à la fin, on va plutôt avoir un débriefing pour nous expliquer qu'est-ce qu'on a appris, comment est-ce que ça a fonctionné, qu'est-ce qu'on a fait, peut-être pas forcément mal, mais qui aurait pu être fait différemment. Donc on ajoute de nouvelles mécaniques d'enrichissement et de développement des compétences qu'on ne peut pas avoir autrement. C'est toujours quelque chose qui est difficile à considérer dans un investissement, parce qu'il y a le retour sur investissement, à quel point est-ce qu'on développe les compétences. Donc je rejoins parfaitement le manque de traçabilité. Voilà, c'est ne pas oublier cette mécanique-là. Alors là, on a vu que ça marche, même si ça manque un peu de traçabilité. Mais du coup, souvent, ce qui fait la différence, c'est le coût. Alors concrètement, ça coûte combien? Alors, le coût, tout dépend de ce dont on parle. Est-ce qu'on parle de coût de production ou est-ce qu'on parle de coût si on n'a pas suivi ce type de formation? Parce que si on utilise une méthode ou un outil qui ne fonctionne pas, même s'il est moins cher, c'est totalement perdu en fait. Si le mode de fonctionnement, donc par la mise en pratique et donc l'apprentissage de savoir-faire, eh bien le résultat à l'arrivée, c'est qu'il va y avoir une augmentation de compétences réelles sur le long terme et pas simplement sur les 3 semaines qui suivent la formation. Et donc, cette rentabilité qu'on va pouvoir avoir, elle doit être incluse dans le coût. Maintenant, ça, c'est quand on parle de sous-traiter à quelqu'un la création d'un contenu de type Serious Game. Chez Serious Factory, on a développé le logiciel qui permet de le faire encore moins cher que d'un module e-learning. Donc, tant qu'à faire, autant aller au-delà de la connaissance, qui sont la limite des modules e-learning, pour aller vers la compétence, qui sont la mise en pratique, pour le même prix. Donc, ça ne coûte pas plus cher et ça permet d'avoir une meilleure rentabilité à l'arrivée. Combien ça coûte? Moi, je vais dire combien ça coûte. Ça coûte entre la même réponse que depuis 20 ans. Ça coûte entre 20 000 et 200 000. Ça coûte le même prix qu'une voiture, ça coûte le même prix qu'une maison. Tout dépend ce qu'on met dedans. Donc, le prix que ça coûte, c'est toujours à mettre face au retour sur investissement qu'on peut avoir et également face à la réutilisabilité, la pérennité, la déclinaison possible. Quand on a un module d'e-learning, c'est assez difficile de le décliner pour en faire un deuxième. Quand on a un serious game, c'est beaucoup plus facile. Donc, on va généralement s'équiper avec des technologies de serious game qu'on va pouvoir utiliser à de multiples reprises. Donc, c'est encore un élément bonifiant sur le facteur d'investissement. Ouais, c'est toujours difficile. À base de vidéos, à base de 3D, de 2D, de 3D texturé, non texturé, ça change beaucoup. La complexité du public, le nombre de scénarios, de chemins différents, etc. Bon, on pourrait dire entre 1 000 et 2 000 euros la minute, une prestation
complètement sous-traité. Ce qui est le positionnement et le choix de My Serious Game. Alors, je dois dire aussi, parce que le positionnement de William est différent, parce que c'est de mettre un outil très intelligent et très, très abouti pour ceux qui souhaitent le faire. Et My Serious Game, on peut l'utiliser parce que c'est un gain avec des automatismes, etc. Chez nous, en faisant du sur-mesure, on va avoir 10, 15, 12 métiers différents. Penser l'ingénierie, la scénarisation, etc. C'est 3-4 métiers différents. Parce que celui qui va écrire les voix off, il faut un narrateur en capacité de créer quelque chose de réaliste. C'est pas seulement un ingénieur pédagogique qui peut écrire ce type de dialogue, etc. Donc le game design, etc. On passe par plein de métiers très différents de manière à aboutir à quelque chose qui va vraiment emmener. C'est nos convictions à nous. Et puis on arrive à réduire considérablement les coûts. Avant, tu as dit entre 20 000 et 200 000, c'est une bonne fourchette. Avant, c'était à partir de 200 000 jusqu'à 1 million, un Serious Game. Les prix ont considérablement chuté parce qu'il y a aussi une capitalisation. Quand on fait une centaine de Serious Game sur une année, on capitalise petit à petit des mécaniques, des situations, des décors, des choses, etc. Donc il y a petit à petit une économie et des recettes qui sont réexploitables, réutilisables. Donc, je dirais 1 000, 2 000 euros la minute par un prestataire externe, soit dans le prix du marché, 3 000 euros parfois, tout construire. Mais n'oublions pas que l'investissement, c'est pas que financier, c'est du temps. Chez nous, globalement, la moitié du temps, c'est la moitié du budget, et c'est à la livraison du storyboard validé. Et donc on n'a fait que penser. On part de qui, qu'est-ce qui va marcher, pourquoi avant les formations e-learning n'ont pas marché, pourquoi certains sont très bons dans leur domaine, qu'est-ce qu'ils ont eu de plus. On étudie vraiment tout pour décortiquer et trouver toutes les mécaniques, toute la scénarisation, les mises en situation. Est-ce que ça va être par épisode, comment on va revenir, comment s'assurer qu'ils retiennent bien 3 mois après. Enfin, on construit tout, on décline tout, et quand tout est écrit, après la production technique, c'est à peine la moitié, pour donner des ordres de grandeur. Et c'est beaucoup de temps, du coup, aussi, au-delà de l'argent, de la part des experts, des sachants dans l'entreprise, des formateurs actuels, etc. Ça demande aussi un investissement en temps, comme de la part du client, en tout cas avec un prestataire externe. J'ai pas répondu à la partie prix. Il y a une autre chose qu'il faut regarder aussi, c'est pour qui c'est à faire en fait. Si c'est pour former 20 personnes dans une entreprise, on va évidemment pas mettre les mêmes moyens que si c'est pour former 2000 personnes. Mais au-delà de ça, si ces 20 personnes génèrent 150% de chiffre d'affaires en plus, ça peut valoir le coup. Donc c'est vraiment en fonction de la situation qu'on cherche à résoudre. Si vous allez former une population de commerciaux et qu'ils prennent 5% de chiffre d'affaires en plus chacun, le prix d'un Serious Game, c'est ridicule en fait. Tout dépend de la taille de la boîte. S'ils sont que 2 commerciaux, évidemment, ça fera pas pareil. Mais donc c'est vraiment un contexte global qu'il faut analyser. Et parfois, on peut travailler dans l'autre sens, et être piloté par le budget et voir dans ce budget-là tout ce qu'il est possible de faire pour atteindre un maximum de points qu'on pourrait atteindre plus cher. Ça sert pas forcément à quelque chose d'aller investir plus que ce qu'il faut pour atteindre le même objectif. C'est la règle des 80-20, on va dire. Donc, du moment que l'objectif est atteint, un Serious Game, ça peut être 5 000 euros si on a envie, en fait. C'est pas le problème du budget, c'est vraiment quelle cible, pour quel résultat on veut atteindre à l'arrivée, après la formation. Et donc, on mettra les moyens qui seront pertinents pour cette cible-là. Je pense, ça c'est mon regard aussi extérieur, c'est aussi le rapport entre le coût et l'impact direct que ça va avoir. Si on fait un Serious Game en mode one shot, je veux que ça sert sur un temps donné, ou sur la longueur, forcément on ne travaille pas de la même manière pour un moment court ou un moment qui est plus sur le long terme. Je vois le temps qui passe. Est-ce que si on devait résumer en 3 mots, qu'est-ce qui justifie l'investissement dans un Serious Game? En 3 mots. L'exercice n'est pas facile. Le ROI, ça fait 3. Ça fait 3. ROI. Non, on considère ça pour 1, on va dire. Vous êtes d'accord? ROI, ok. Plaisir.
plaisir pour l'apprenant, plaisir d'apprendre, donc je vais mémoriser, et mémorisation, on va dire. Bon courage pour toi. Alors, on a eu ROI, plaisir, mémorisation. Donc moi, je vais rajouter efficacité. J'y tiens vraiment beaucoup. Cette approche simulatoire, c'est-à-dire vraiment la possibilité d'avoir des mises en situation. Et le dernier mot que je vais utiliser, attention. Pérennité. C'est-à-dire qu'on va être sur des formats qui sont utilisables dans le temps, déclinables, réutilisables, etc. Beaucoup plus qu'un e-learning. Ouais, je l'ai, j'ai la réponse. My Serious Game. Petite dernière chose à rajouter, je suis fumeur, je sais que je dois arrêter de fumer, vous pouvez mettre plein de e-learning, etc. Je sais qu'avec un serious game, on le voit on a sorti sur l'anorexie, les achats compulsifs, et quand on sort des trucs, on a des résultats qui sont magiques. Un serious game est capable de m'aider à virtualiser, à me projeter, et elle peut m'accompagner dans la durée, et là ça m'accompagne dans une vraie réussite. Donc l'investissement est nécessaire, surtout dans un monde qui bouge très vite, des métiers qui se transforment. On le voit bien avec les demandes que nous avons de nos clients. Là, il faut que dans un an ils aient adopté l'IA, on change les métiers, on arrête de recruter des gens à l'accueil, enfin voilà, tout bascule, ça va aller très vite. Il y a un énorme besoin de transformation, pas que des hard skills, mais des soft skills, des math skills. Et voilà, il va falloir de l'agilité, beaucoup de choses. Donc je crois que c'est un investissement qui est nécessaire. Ça fait plus que 3 mots. Hein. Dernière question. Est-ce qu'on peut vraiment mettre du jeu partout ? Est-ce que voilà, c'est peut-être un petit peu décalé, mais c'est parfois on a tendance à dire bon, on va investir et on a tel ou tel sujet, bah voilà, on va faire un jeu parce que c'est efficace, on a entendu, voilà. Est-ce qu'il faut mettre du jeu partout ? Alors la gamification, c'est pas forcément un jeu. C'est des mécaniques issues des jeux vidéo qui fonctionnent pour atteindre un objectif. Donc faire une mise en situation réaliste, c'est de la gamification parce qu'on immerge la personne dans ce quotidien-là et il prend le rôle c'est lui qui est acteur de la suite du scénario, etc. Mais c'est pas pour autant un jeu, ça reste sérieux. Un jeu sérieux, c'est un sérieux déjà. D'accord ? C'est pas fait pour s'amuser. Donc tout n'est pas fait pour être un jeu, mais les mécaniques issues du jeu vidéo fonctionnent toujours. Bon, moi la réponse c'est oui, hein. On peut mettre du jeu partout, il n'y a aucun problème, faut juste savoir le doser. Voilà, faut pas faire n'importe quoi. Et puis effectivement, je rejoins parfaitement. Qu'est-ce que c'est que le ludisme ? Voilà, ouais. Chez nous, la définition qu'on aime bien donner, c'est un objectif à atteindre. Voilà. Pas forcément issue incertaine, on n'est pas sûr de pouvoir l'atteindre. Ça y est, on est rentré dans le jeu, ça implique plein de trucs, un peu de narration, possiblement un peu de scoring pour mesurer comment on atteint l'objectif. Bon ben ça pour moi ça passe partout. Et en fait il faudrait faire ça partout parce que ça manque la plupart du temps. Voilà ma réponse. Ouais, on parle bien de méthodes qui sont issues du jeu. C'est des mises en situation, des mécaniques de la gamification plutôt que du ludique. Donc c'est des techniques qui viennent vraiment enrichir les choses. C'est le jeu. Ce que je voudrais dire derrière le jeu, pour moi, c'est aussi émotion. Et ce qui compte aujourd'hui, on voit bien dans les transformations des groupes que nous accompagnons, transformation digitale des entreprises, des organisations, vraiment des nouveaux métiers qui apparaissent, d'autres qui vont se transformer et disparaître. Ce qui fait notre différence par rapport à un ChatGPT qui est quasiment, ou qui est arrivé maintenant, alors on a pu parler de ces IA qui sont, il y a plus d'humains qui sont aussi intelligents, je crois qu'on est arrivé à cette limite-là, et ça va aller de manière exponentielle. Maintenant qu'ils sont plus intelligents, l'IA va pouvoir aller encore beaucoup plus vite que nous et aller sur des terrains qu'on ne connaît pas encore. Ce qui fait notre différence, nous, humains, parce que je ne saurais jamais autant que Wikipédia sur des tas de choses, c'est nos émotions aussi.
Et donc, je crois que ça va être une des grandes richesses. C'est pas ce qu'on travaille assez dans la formation initiale, c'est pas ce qui est mis en avant, les prises de parole, le travail collaboratif, de plus en plus, hein, mais il va falloir aller plus loin. Et le rire, la complicité, la curiosité, tout ce qui nous caractérise et tout ce qui va être émotionnel, et pourquoi pas rire, hein, eh bien, c'est une vraie valeur ajoutée que nous avons. Donc je crois qu'il faut qu'elle va prendre de plus en plus de place, je l'espère, en différence avec la machine. Alors merci, là on est le timer 0-0 bien mûr. Donc on va devoir s'arrêter là. Merci, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir voir les intervenants après cette intervention. Sur leur stand, ça va peut-être en train de remballer, mais en tout cas n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Et j'espère que vous avez récupéré quelques informations que vous étiez venus chercher en venant à cette table ronde. Merci beaucoup, merci à vous trois.